Nous nous retrouvons pour la 38e édition du Club de la Presse. Deux sujets vont nous occuper. D'abord, le harcèlement que subissent les réfugiés burundais vivant dans des camps en Tanzanie, surtout en Douta. Des Imbonerakure envoyés par le pouvoir font du porte-à-porte en menaçant d'attaquer le camp si ces réfugiés refusent de se faire inscrire pour le retour au Burundi. Une manœuvre qui dure depuis la fin du mois de juin avec la complaisance des forces de l'ordre tanzaniennes. De même, le retour des réfugiés du camp de Kakuma au Kenya par vol suscite des interrogations, des témoignages qui font état de facteurs qui montrent que le qualificatif de volontaire est loin d'être une réalité. Le deuxième sujet concerne la dernière mesure du ministère de l'Éducation contre les élèves qu'il qualifie d'indisciplinés de la 9e année. Ceux-ci vont voir leurs résultats issus du concours national invalidés, entre autres pour désertion après la passation du concours national. Une décision qui n'a pas manqué de surprendre des personnes imprégnées du système éducatif burundais pour qui le ministère outrepasse ses prérogatives, et plutôt deux fois qu'une dans un laps de 2 semaines, comme on le verra dans le développement de cette édition. Les questions sur ces deux sujets seront adressées à nos deux invités. D'abord, Désiré Tungimana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakawe, mais également ancien enseignant. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Hunja Immaculée. Vous avez été vice-présidente du comité des réfugiés urbains du Rwanda et, à ce que je sache, vous restez très impliquée sur les questions qui concernent les réfugiés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue. Désiré Hatungimana, vous vous êtes déjà imaginé à la place de ces réfugiés sur qui pèsent des menaces au quotidien. Que feriez-vous à leur place? À leur place, c'est compliqué parce qu'il y a des décideurs à côté d'eux. Mais à ce que je sache, est-ce que les réfugiés doivent être protégés par une loi internationale? Et si cette loi est violée, c'est-à-dire que les réfugiés ne sont pas dans leurs droits, à ce moment, je ne vois pas comment ils peuvent revendiquer leurs droits, mais il y a l'OACR qui est là, l'OACR qui représente ces réfugiés. Je pense que... mais également la Tanzanie qui est sans doute signataire des conventions internationales pour la protection. Parce que c'est le pays hôte. Oui. Le pays hôte a des responsabilités, l'OACR également. Quand les réfugiés alors se trouvent dans l'insécurité, ce que les deux institutions, l'OACR et le pays, sont défaillants. Parce qu'il faut que les réfugiés soient protégés. Quand quelqu'un quitte son pays pour se réfugier quelque part, c'est qu'il y a une situation qui n'était pas normale, qui l'a poussé à fuir. Pour la plupart des cas, c'est la sécurité, ou bien l'insécurité. Oui? Alors cette insécurité pousse les réfugiés à fuir pour aller chercher la sécurité ailleurs. Et s'ils ne trouvent pas cette sécurité ailleurs, c'est qu'il y a un problème. Parce que le HCR, ce pays hôte, devrait obligatoirement protéger ces réfugiés. En Tanzanie, c'est trop compliqué parce que j'apprends tous les jours, il y a des réfugiés qui sont en Tanzanie qui nous appellent, qui nous donnent des informations sur place. Il y a des gens qui quittent le camp, qui se rendent au Burundi, qui reviennent, surtout pendant la campagne référendaire. Ils partaient, ils revenaient. Et à ce moment, les réfugiés qui restaient au camp étaient inquiétés. Et c'est normal. Et pourquoi alors la Tanzanie autorise qu'un réfugié quitte un camp, il se rend dans son pays et puis il revient? À ce moment, le camp n'est pas protégé. Dans des camps d'Onduta, de Nyarugusu, Mutenderi, il y a eu des armes qui ont été saisies à l'intérieur du camp. Tout cela montre que ces réfugiés ne sont pas protégés. À ce moment alors, on a même parlé de certains réfugiés qui ont été tués, qui ont été attaqués dans leur maison. Oui, bien sûr. À ce moment alors, il faut se poser des questions. Faut-il que ces réfugiés restent dans ce pays qui n'est pas sécurisé, où les réfugiés ne sont pas sécurisés? On reviendra sur cette question, Maître Hunja Immaculée. Est-ce que ce type de chantage serait déjà arrivé au Rwanda?
Non, non, je ne crois pas que, ou à mon humble avis, cette situation n'est jamais, on ne l'a jamais vue ici au Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda, jusqu'à présent, est signataire des conventions internationales. Tout comme la Tanzanie. Tout comme la Tanzanie. On ne peut pas comparer la situation qui sévit en Tanzanie à celle du Rwanda. Ici, au Rwanda, nous avons des camps qui sont là depuis une vingtaine d'années. On n'a jamais entendu ce genre de cas dans les camps qui sont là depuis longtemps. Et maintenant, dernièrement, depuis 2015, aucun incident n'a jamais été relevé dans le cas Mahama, par exemple. Parce que les institutions étatiques, le gouvernement rwandais et l'OHR assurent pleinement leur responsabilité de protection des réfugiés. Donc, ce genre de cas que nous entendons en Tanzanie, en Douta et dans les différents camps des réfugiés burundais en Tanzanie ne peut pas se reproduire dans un pays où la sécurité des réfugiés est assurée conformément aux conventions internationales. Franck, je peux ajouter que à Mahama, par exemple, moi j'ai eu la chance d'aller faire des reportages dans le camp de Mahama à maintes reprises. Je te dis que pour pénétrer dans ce camp, ce sont des formalités énormes. Pourquoi? Pour protéger les gens, pour protéger ces réfugiés burundais qui y vivent. Il faut passer par le ministère, écrire une lettre, accompagné par des cartes de presse, des cartes de... beaucoup de documents. Après, c'est le ministre qui signe. Et quand tu pars, tu arrives à l'entrée du camp, il y a des policiers qui te demandent qu'est-ce que tu dois faire. Et pour y aller, et dans la lettre, tu dois mentionner les sujets que tu dois traiter. Et il y a des gens qui vont te suivre pour voir si réellement tu traites ces sujets-là. Alors, c'est-à-dire que le camp est protégé, pour que la population qui se trouve dans ce camp soit tranquille. Alors, c'est pourquoi je suis inquiet. Je suis même surpris d'entendre ce qui se passe en Tanzanie parce que ça dépasse même l'entendement. Même si, naturellement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce type de démarche, Désiré, du pouvoir auprès de ces réfugiés? Auprès de ces réfugiés, le pouvoir de la Tanzanie, peut-être qu'il y a une complicité. Plutôt le pouvoir de Bujumbura, qui envoie ces Imbonerakure. Qu'est-ce qui peut le pousser à faire ce type de démarche? Oui, c'est pour suivre les activités qui se font dans les camps, contrôler ces réfugiés qui ont quitté le Burundi. Parce que je me souviens qu'il y a même des réfugiés qui quittent ce camp, qui rentrent au Burundi, qui sont assassinés. Il y a des cas qui se sont passés à Rumonge, je me souviens. Alors, le Burundi, s'il envoie des gens pour forcer les réfugiés à retourner au Burundi. Oui. Alors, s'il y a des émissaires du Burundi qui sont envoyés, qui se prennent comme des réfugiés, pour qu'ils puissent influencer les autres à rentrer, même s'ils ne sont pas convaincus. Ça on le verra dans le cas du camp de Kakuma au Kenya. C'est une stratégie que l'État peut inventer, parce que s'il y a les réfugiés qui sont à l'extérieur, même si tu chantes que la paix est totale dans ton pays, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas démontré. On ne peut pas quitter un pays qui est paisible. Alors, à ce moment, si le pays envoie des gens, envoie des émissaires dans son camp, c'est pour influencer ces réfugiés à rentrer, pour montrer que le Burundi est en train d'accueillir des rapatriés, et est en train d'accueillir ses fils et filles, pour montrer réellement qu'il n'y a pas de problème. Mais s'ils y vont et qu'il y a des gens qui résistent, cela montre que réellement, même ceux qui rentrent ne rentrent pas par leur volonté, mais c'est une obligation. Mais Franck, moi je crois que la situation de la Tanzanie est un cas atypique, dans la mesure où, dernièrement, on a vu que la police tanzanienne a surpris, a des preuves tangibles que les policiers burundais rentrent sur le territoire tanzanien. Donc, la police tanzanienne a des preuves suffisantes qui prouvent que les réfugiés qui sont sur son territoire ne sont pas en sécurité. Donc, ici, c'est atypique dans la mesure où on entend que les agents
du gouvernement du Burundi puissent pénétrer dans un camp, s'installer, se faire passer comme des réfugiés et en même temps permettre des réfugiés des va-et-vient et l'installation dans un camp de tels agents. Donc c'est pour dire que parfois on a des situations difficilement compréhensibles. Voilà, c'est juste c'est comme si vous aviez lu dans ma tête. Oui. J'allais justement vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut expliquer la complaisance des forces de l'ordre tanzaniennes, qui, sous les yeux desquelles, justement, se passe ce type de menaces qui se font de porte à porte? Il faut une politique claire du pays d'accueil. Si au niveau du gouvernement tanzanien, on n'est pas en mesure de sécuriser les réfugiés, là, la politique, si elle n'est pas claire, si les instructions ne sont pas claires, si le gouvernement ne veut pas appliquer avec rigueur les conventions qu'il a signées, c'est tout à fait normal qu'on va voir se laisser aller de la police qui fait du n'importe quoi. Donc, moi, je crois que si réellement la politique de la Tanzanie pour la protection internationale des réfugiés sur son sol est réellement appliquée, s'il y a cette volonté politique, je ne crois pas que la police tanzanienne va faire ce qu'elle fait maintenant et accepter que de telles choses continuent à se passer sur son territoire. Il y va de la crédibilité de l'État tanzanien. Aussi, il y va de la crédibilité du HCR qui doit imposer réellement la politique de protection. Parce que la gestion d'un camp relève d'abord du HCR. Si au niveau du HCR, on voit que dans le camp, il y a des agents qui sont là et qui servent là pour la propagande, pour que les réfugiés rentrent, ils y réussiront tant qu'ils n'arrivent pas à les faire sortir vraiment de ce camp. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, vous rejoignez. Et là, je rejoins ce que M. a dit. Désiré. Et puis, vous le savez, des réfugiés burundais du camp de Kakuma, justement au Kenya, sont rentrés la semaine dernière par vol, par 4 vols, pour être plus précis. Le gouvernement burundais parle de retour volontaire, alors que de nombreux témoignages font état de forcing. Une situation, Désiré, qui semble se généraliser quand on parle de ce qui se passe en Tanzanie et puis par la suite au Kenya. Oui, c'est anormal. C'est anormal parce que quand on lisait les communiqués de presse qui provenaient du Kenya, on voyait que c'était une volonté des réfugiés de rentrer. Mais après avoir contacté les réfugiés, certains réfugiés qui étaient là, qui ont résisté, qui ne voulaient pas rentrer, ils nous ont confirmé, ils nous ont dit que réellement, ce n'était pas la volonté, mais qu'il y a eu des gens qui les ont forcés à rentrer, des gens qui ont été envoyés par le pouvoir, qui sont passés pour réfugiés, alors qu'ils avaient d'autres missions. Et c'est par après qu'on l'a su, c'est par après, avec des interviews, avec des témoignages des réfugiés qui sont dans ce camp, qu'on a appris réellement que ce n'était pas la volonté, mais qu'il y a eu des réfugiés qui ont été forcés. Et alors, je me dis, s'ils savent qu'ils ont été forcés à rentrer, je dis, le gouvernement burundais, quel est le sort de ces réfugiés quand ils vont arriver chez eux, quand ils vont s'installer au Burundi. Et ensuite, ce qui me gêne encore une fois, c'est vrai, ils rentrent, la plupart par force. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui rentre par force, mais il y a, même si c'est un qui rentre par force, c'est une violation de la loi. Tout à fait. Alors, quand ils arrivent au Burundi, qu'est-ce qui est prévu pour ces réfugiés? Qu'est-ce qui est prévu pour ces rapatriés? Parce qu'on savait, j'ai eu la chance de travailler, de faire des reportages en 2003, en 2004 sur le rapatriement. Et les rapatriés, ils sont accueillis comme des réfugiés, même s'ils rentrent chez eux. Parce qu'il y a des camps de transit, on fait des enregistrements pour qu'ils soient envoyés sur leur communes, sur les collines, pour que leurs familles viennent les accueillir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est préparé, qu'est-ce qui est planifié par le Burundi? C'est vrai, ils rentrent. Et par force, certains par force. Et s'ils arrivent à la maison, sachant qu'ils sont rentrés par force, quel est le sort? On a vu, c'est vrai, certains camps qui ont été montés sur pratiquement de la rocaille, où ces réfugiés qui retournaient au Burundi n'ont même pas de terre où cultiver. Une situation qui n'est pas très facile pour ces retournés. Imaginez quelqu'un qui quitte un camp. Déjà, un camp, c'est
les camps que nous voyons, que nous connaissons par des images, et qui montrent là où ces réfugiés qui rentrent étaient. C'était de la désolation, parce qu'il y a 1000 façons de forcer, de faire le forcing pour faire rentrer les réfugiés. Il suffit d'une chose, de deux choses plutôt. Il suffit qu'il y ait une propagande qui force ces gens à rentrer. Et aussi, il suffit de les priver de la nourriture, du rationnement. Alors, plutôt que de mourir dans une tente et mourir de faim dans un camp, il y a des gens qui préfèrent rentrer. Déjà, il y a le forcing de deux manières. Il y a la propagande, il y a aussi la faim. Oui. Alors, dans ce cas... Vous le dites, pour être beaucoup plus précis... Oui, il faut être précis. On a eu effectivement des témoignages de réfugiés du camp de Kakuma qui nous ont rapporté qu'ils ne touchaient que pratiquement $1 par mois comme assistance. Alors, voilà. Ils rentrent. Et quand ils rentrent, il y a la publicité autour de ça. Parce que quand des réfugiés 10, 2, 5 rentrent, pour le pouvoir du Burundi, c'est une réussite. Ça veut dire que c'est pour prouver qu'il y a la paix. Alors, mais qu'est-ce qui est prévu? C'est ce que vient de dire Désiré. Il y aura toujours des gens qui vont rentrer, qui vont céder pour vivre. Ils vont céder à cette pression, ils vont céder pour ne pas mourir dans l'incognito, incognito dans un camp. Ils vont rentrer. Ce qui est prévu, on ne le sait pas, mais le vécu de certains rapatriés nous a montré que parfois, quand ils arrivent, ils retournent dans les mêmes situations. Ils se retrouvent aussi dans un camp de transit. Non, une situation encore pire. Encore une situation encore pire, et sans une politique vraiment claire de réinsertion rapide de ces gens. Voilà. On passe directement à notre deuxième sujet, le ministère de l'Éducation qui décide d'invalider les résultats des élèves de la 9e année qui ont notamment déserté l'école après la passation du concours national. Désiré, vous avez été enseignant et vous êtes au fait du règlement qui régit cette période de l'année pour la fin du cycle primaire et aujourd'hui le cycle du fondamental. Cela se justifie-t-il? Je ne crois pas parce que toutes les écoles du Burundi ont un règlement d'ordre intérieur. C'est vrai qu'il y a un règlement du ministère pour réglementer toutes les écoles du Burundi. Mais chaque école a un règlement qui se réfère au règlement du ministère. Je ne vois pas comment on peut annuler des résultats parce que les élèves ont déserté l'école. Il y a un conseil de direction. Le conseil de direction se réunit et décide du sort des indisciplinés de l'école. Soit ils sont sanctionnés par une mauvaise note en éducation, ce qui renvoie directement même le premier de la classe, mais aller jusqu'à annuler les résultats d'un test, d'un concours national, moi je trouve ça incompréhensible, aberrant. Parce que c'est vrai, c'est une décision de la ministre de l'Éducation qui prenne d'ailleurs plusieurs décisions depuis qu'elle est patronne de son ministère de l'Éducation, un ministère qui n'est pas facile à gérer depuis longtemps, je sais. Oui, mais aller jusqu'à annuler les résultats d'un test, d'un concours, parce que des élèves ont déserté l'école après le test, et moi je trouve ça incompréhensible, ça n'a pas de qualificatif. Comment ça se passait avant? Avant, normalement, soit après le test, il y a des écoles qui donnaient les détentes. Surtout, je me souviens... Parce que normalement, le concours national clôture le programme de l'année. C'est ça. Il ne reste qu'à additionner les travaux journaliers, les autres trimestres, et puis on additionne, on fait la moyenne et on trouve les résultats de fin d'année. Et par après, il y a ceux qui rentrent, ceux qui repêchent. Alors, à ce moment, là, on comprend, on entend bien le directeur qui parle. À ce moment, l'ancien directeur de lycée. À ce moment, si on fait la délibération, parce que le corps professoral se réunit pour faire la délibération, et on décide qui rentre, qui repêche et qui passe. Oui? À ce moment, c'est difficile
que le ministre ordonne à tous les directeurs du Burundi de renvoyer les élèves qui ne se sont pas présentés à l'école après le test, alors que peut-être il y a même des directions qui ont donné la possibilité, qui ont donné l'autorisation à ces élèves de rentrer. Parce que des écoles à internat, par exemple, il y a un problème de restauration. Et vers la fin de l'année, il y a des stocks qui sont vides. Et après les tests, il y a des directeurs qui renvoient à la maison les élèves, et quitte à ce qu'ils reviennent après délibération. À ce moment, ils ont la possibilité de gérer au moins 2 semaines. Le peu qui reste. Oui, le peu qui reste. Il y a 2 semaines, par exemple. À ce moment, je ne comprends pas si c'est la direction qui a renvoyé ses élèves. Si c'est la désertion, à ce moment, ce n'est pas au ministère de dire au directeur d'annuler le résultat, mais c'est à la direction de considérer son règlement et de s'organiser et de prendre une décision pour ses élèves. Maître, vous êtes également mère de famille. Est-ce que vous y comprenez quelque chose par rapport à cette décision qui a été prise par le ministère de l'Éducation? D'abord, je suis profondément choquée par la cascade de communiqués, circulaires, de communiqués de presse à l'espace d'1 mois par le ministère de l'Éducation nationale. On va revenir sur notamment une décision qui a été prise. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de ce ministère? Donc, ce qui fait qu'il y a débordement de la situation, débordement dans la mesure où les règlements scolaires, quand ils sont vraiment clairs, il ne reste qu'à appliquer les sanctions qui sont connues dans le règlement. Mais arriver à ce qu'il y ait un communiqué de presse qui s'adresse à tous les directeurs des établissements des écoles fondamentales, ce qui fait que la situation est grave. Ça veut dire qu'il y a tellement d'indiscipline dans toutes ces écoles qu'on n'arrive plus à maîtriser la gestion de ces écoles et sur le plan disciplinaire. Ou plutôt beaucoup plus faire confiance aux différents directeurs, qu'ils soient des écoles ou... Là, j'allais en venir là. Est-ce que les directeurs maintenant... La question, ma préoccupation maintenant, je porte mon regard plus sur la gestion de ces écoles. Est-ce que le ministère a la confiance des directions de l'école quant à l'application des règlements ou de ces circulaires? Parce que s'il y a une indiscipline généralisée où on arrive à faire un communiqué, c'est que franchement, il y a un problème d'application de ces règlements. Donc, ma première question, c'est de savoir si réellement ces règlements scolaires sont tellement clairs, sont tellement uniformes que les élèves le savent déjà avant d'entrer dans ces écoles. La plupart des fois, ces règlements sont affichés. Et quand on voit au cours de l'année que vraiment il y a la violation de ce règlement, il revient dans la direction de l'école, parce que parfois il y a les préfets des études, il y a des préfets de discipline. Moi, je crois que ces règlements sont généralement vulgarisés, affichés dans les écoles. Donc, en arriver à prendre ces décisions vers la fin de l'année pour invalider des résultats, alors qu'il y avait déjà des règlements qui étaient connus, invalider les résultats, alors qu'avant, il y a des points en éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un problème vraiment à résoudre au niveau du ministère, au niveau des départements, des directions provinciales, au niveau même des directions des écoles. Et le problème se situe plus à ce niveau. Les élèves sont toujours des victimes de la mauvaise compréhension des politiques du ministère et victimes aussi du laisser-aller au niveau même de la gestion interne d'une école. Et donc, en un mot, le ministère outrepasse ses prérogatives. Oui. Franck, je peux ajouter que la conséquence, c'est qu'il y aura sûrement 2 poids, 2 mesures. Parce qu'il y a des directeurs qui sont zélés, qui vont appliquer à la lettre la décision de la ministre. Mais il y a aussi des directeurs qui vont analyser, qui vont même ignorer ça. Ou remettre en cause donc, la circulaire. À ce moment, alors, il y aura des élèves qui vont voir cette mesure appliquée et d'autres non. Ce qui va causer un problème énorme
parce qu'il y aura des victimes de la décision, alors que ce n'est pas appliqué de la même manière pour tout le monde. Je suis sûr que ça ne sera pas appliqué de la même manière. En 2 semaines, justement, vous le disiez, maître, le ministère de l'Éducation vient de prendre 2 mesures, l'une visiblement aussi impopulaire que l'autre. La semaine dernière, c'était la mesure de ne plus autoriser à une fille qui est tombée enceinte de ne plus retourner dans le système scolaire normal, tout comme le garçon qui est auteur de la grossesse. Une question qui vous a certainement beaucoup préoccupé, hein, cette mesure-là, la semaine dernière, maître. Oui, c'est très grave pour qu'on en arrive là. Arriver à pénaliser les élèves victimes des violations de leurs droits. Ces filles sont très jeunes. Elles ont ces grossesses par des adultes, par des viols. Ces enfants, qu'est-ce que le ministère a fait pour que ces situations n'arrivent pas dans les écoles? Retournons la question un peu en arrière au niveau du ministère de l'Éducation. Quelle est sa politique? Quelle est d'éducation depuis le jeune âge jusqu'à ce qu'on arrive à la majorité de ces enfants? Le ministère jusqu'à présent n'a rien prévu. Ces situations arrivent dans des écoles où les auteurs sont des adultes. Le ministère sait pertinemment, et avec des preuves à l'appui, qu'il y a même des éducateurs qui sont auteurs de ces viols. Le ministère sait pertinemment que les auteurs peuvent être aussi ces mineurs. Alors, gérer tout ça par un circulaire relève d'un manque de politique claire d'éducation. Et cela touche toute la population, toute la jeunesse burundaise. Ça touche la politique de l'éducation de la jeunesse burundaise. Quand il y a cet échec, la solution, c'est de ne pas, cette fois-ci, empêcher ces enfants d'avoir la même éducation qui est garantie par tous les instruments internationaux et nationaux qui protègent les enfants. Le Burundi a signé toutes ces conventions. Et encore la deuxième question que je me pose, et je crois que peut-être vous allez préciser, est-ce que le ministère de l'Enseignement des métiers ne relève pas de la politique de l'éducation de la jeunesse? Est-ce que l'enseignement des métiers, c'est quoi en fait? C'est la punition? C'est quelque part un secteur où on va mettre tous les indisciplinés, où l'enseignement des métiers me relève. C'est la poubelle. Est-ce que c'est la poubelle? Est-ce que ou la ministre actuelle peut nous dire, peut décider par les mêmes canaux de communication qu'elle utilise, que l'enseignement des métiers est la poubelle du ministère de l'Éducation? Voilà, j'en arrive là. Je suis personnellement intéressée à savoir tout ce qui se trame dans ce ministère, s'il y a vraiment la coordination, s'il y a vraiment la coordination au niveau de tous les intervenants ou même de toutes ces institutions du ministère de l'Éducation. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut, mais il y a une question qui me... je peux ajouter que, normalement, en quelques secondes, normalement, comment est-ce qu'on faisait au niveau des directions, quand une fille tombe enceinte, on ne la chassait pas, après avoir mis au monde, elle pouvait revenir, mais la direction l'orientait ailleurs. C'est-à-dire que ce n'était pas dans des écoles de métier. Elle pouvait poursuivre ses études dans d'autres écoles, mais pas à l'école où elle était, pour ne pas montrer au reste de l'école que c'est pour encourager, mais on ne l'envoyait pas dans des écoles de métier qu'elle n'a pas choisies. Désiré, pour terminer, juste en quelques secondes, est-ce que ce type de mesures qui sont impopulaires, est-ce que ça ne risque pas de créer une crise de confiance entre le ministère et les autres parties prenantes au système, comme les élèves et les parents? Oui, bien sûr. Je pense que ce conflit, il est là déjà.
il y a un conflit entre le ministre et les parents et les élèves parce qu'il applique des mesures impopulaires, des mesures qui créent la division, qui créent la haine et qui créent, je dirais même, des difficultés énormes pour les enfants. Parce que t'orienter dans un secteur que tu n'as pas choisi parce que ceci, et renvoyer les élèves qui ont passé toute une année parce qu'ils viennent de passer quelques jours sans venir à l'école, je pense que c'est punir et les élèves et les parents. On aurait aimé aller encore beaucoup plus loin, mais c'est malheureusement la fin de cette 38e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Maître Hunja Immaculée et Désiré Atungimana. Je remercie également toute l'équipe technique. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.